Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Débat News, dans ce nouveau numéro de Débat News. Comme chaque lundi à 20h15, nous recevons donc deux personnalités politiques pour débattre de l'actualité de la semaine dernière. Et malheureusement, l'actualité de la semaine dernière est bien triste. Bien sûr, c'était la mort du martyr Chokri Belaïd. Et nous recevons sur ce plateau Monsieur Othmane El Haj, membre du Conseil national du Front populaire. Bonsoir. Bonsoir à vous et à tous les téléspectateurs. Merci à vous. Nous recevrons dans quelques instants Mme Benia Ben Othmane, membre du bureau politique du parti Ettakatr, qui sera là dans quelques instants. En commençant avec vous, M. Othmane El Haj. Oui. Alors, quels sont les scénarios possibles concernant les coupables et est-ce que les autorités ont la volonté d'accélérer le processus d'investigation pour retrouver les coupables de Chokri Belaïd? Le martyr Chokri Belaïd a été assassiné en plein jour. De 4 balles? Par 4 balles, à une centaine de mètres d'un poste de police. Donc, on ne peut pas accuser directement telle ou telle personne. C'est au police judiciaire de s'en occuper. De s'en occuper, mais politiquement, je crois que l'accusation est simple et elle est presque prête. Parce qu'il y a un climat dans lequel on s'entretue politiquement presque. Il y a d'une part des gens qui se sont bastonnés dans ce qu'on appelle la légitimité électorale du 23 octobre et qui ne voulaient pas entendre ou chercher un consensus avec le reste du paysage politique, c'est-à-dire les partis, les associations, et qui, malheureusement aussi, ne s'apprêtent pas à réaliser ce que tout le peuple s'attendait. Donc, il y a une déception de notre peuple. Malheureusement, la première élection démocratique n'a pas donné ses fruits jusqu'à maintenant. Ceux qui ont réalisé cette révolution, ceux qui ont levé la barre dans leur attente, ils n'ont rien vu jusqu'au jour-là. Et la responsabilité politique, toujours, elle incombait à ceux qui sont au pouvoir. La Troïka, alors? La Troïka, bien sûr. Ceux qui sont au pouvoir, normalement, lorsqu'ils gouvernent, ils gouvernent au nom du peuple. C'est-à-dire, normalement, ils n'ont pas à faire cette discrimination entre les partis politiques, entre les associations, entre les hommes politiques. On a entendu la femme du défunt, du martyr Chokri Belaïd dire et accuser directement le parti Ennahda. Mais c'est ça, parce que moi, lorsque j'entends un ministre de l'Intérieur, normalement, Monsieur Ali Araïd, normalement, il est mon ministre, moi, en tant que citoyen tunisien. Il est le ministre de tous les Tunisiens, du peuple, de tous les Tunisiens. Donc, lorsque ce ministre-là s'attaque à une personne politique parce qu'elle exerçait ce qu'on appelle l'opposition de son parti au pouvoir, et il l'accusait de quelqu'un de rébellion, de quelqu'un qui semait, si vous voulez, la violence ou qui semait, si vous voulez, l'instabilité dans le pays, c'est qu'en quelque sorte, il demandait à ses partisans, il demandait à ses supporters, si vous voulez, politiques, de regarder M. Chokri Belaïd comme un diable. Donc, il faisait partie d'une liste, M. Chokri Belaïd, avec Samir Bettaïb, avec Hossein Abbesi, etc. Oui, il y a dans cette liste, il n'y a pas seulement les hommes politiques. Ahmed Najib Chebi, hier, était, heureusement, mais il était victime d'un attentat, d'une violence. Malheureusement, je ne sais pas malheureusement, mais heureusement, il a été escorté par ses gardes du corps, mais aussi par des policiers. Sinon, on va parler d'un autre assassinat. Donc, normalement, la Troïka
jusqu'à maintenant, et essentiellement le grand parti, c'est-à-dire le parti qui mène cette troïka, ne s'est pas comporté comme des gens d'État. Ils se sont comportés comme de petits gens de parti, c'est-à-dire qui ne défendaient que les intérêts de leur parti et qui ne, si vous voulez, mettaient en évidence que leurs idées à eux, leurs réflexions à eux, leur vision des choses à eux, et ils n'ont pas cherché ce consensus que tout le peuple cherchait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend chez nous dans les maisons? On attendait que les hommes politiques parlaient de ce consensus, parlaient d'un certain apaisement. Hier, le Premier ministre n'a pas même prononcé le mot martyr. Ils ne le reconnaissent pas en tant que martyr encore, alors. Mais malheureusement, comment tu crois que la famille de Belaïd va juger ça? La famille de Chokri Belaïd n'ont pas accepté les condoléances du parti Nahda. Bien sûr, mais Jebeli, on le regardait comme Premier ministre de la Tunisie. Donc il aurait dû parler politiquement parlant, partir, parce que ça, même s'il ne le croyait pas, c'est son affaire, mais ça apaise la situation dans le pays. Malheureusement, il ne se comportait pas comme... Il n'était pas très diplomate alors, à ce niveau-là. Bon, très diplomate, oui, mais même humain. Même humain. Martyr, c'est un martyr. Chokri, c'est un martyr. Le chef du parti Nahda, Lach El-Ghanouchi, il accuse que ce sont les RCD qui ont assassiné Chokri Belaïd. Donc ni des taux, est-ce que vous y croyez un mot? Non, moi je ne crois pas, mais moi je crois que dans les paroles de M. Lach El-Ghanouchi, ce sont des paroles très graves, très dangereuses, aujourd'hui surtout, lorsqu'il disait que des gens misérables, des gens de pauvres dans les quartiers pauvres de la capitale, de la capitale, et même dans les gouvernorats de la Tunisie, il disait que ces gens-là qui n'ont pas vu encore les fruits de la révolution, ils sont manipulés par des groupes politiques non patriotiques. Donc cela me fait entendre que M. Lach El-Ghanouchi voyait que une vague de violence va se réaliser et qu'il veut se désengager à l'avance. C'est-à-dire il veut accuser les autres. Par contre, les autres ne parlaient pas de cette vague de violence. Donc c'est lui. C'est-à-dire c'est lui. Donc il connaît qu'il y aura un déclenchement d'une vague de violence. Et c'est grave parce que M. Lach El-Ghanouchi, c'est le premier homme aujourd'hui qui doit apaiser la situation. Malheureusement, il ne le fait pas. Quels sont les scénarios possibles concernant les coupables? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment, comme M. Lach El-Ghanouchi a dit, que c'est le parti Nahda Tunis qui a commandité cet assassinat? Est-ce que vous pensez que ce sont les Occidentaux, les Américains qui ont envoyé quelqu'un? Quels sont les scénarios possibles selon vous? Moi, je ne crois pas à ça. Moi, réellement... C'est quand même un assassinat politique, ça, on est d'accord. Voilà. Indépendamment de ceux qui ont exécutés, de ceux qui ont réalisé effectivement cet assassinat, politiquement, moi, j'accuse les pouvoirs publics, j'accuse Nahda essentiellement, et j'accuse peut-être pourquoi pas on ne parle pas du supérieur et du Takatel, parce qu'ils sont les alliés. Ils sont les alliés de Nahda. Et ils ont nous dit tant de fois qu'ils ont, si vous voulez, réaliser une certaine démocratisation dans le parti Nahda. Ils vont essayer de tempérer leurs manœuvres, leurs paroles. Mais malheureusement, ces CPR aujourd'hui, lorsque vous entendez le CPR parler, il est à la droite de Nahda. Lorsque vous entendez le Takatel parler, vous disiez que Takatel, c'est quelqu'un qui ne sait pas même à l'opposition. C'est quelqu'un qui est dépourvu de toute possibilité de réagir. Donc, il parle peu et bas. Alors, Ahmadi Jebeli, donc, il a pris une décision donc, de mettre en place un gouvernement de technocrates. Est-ce que Ahmadi Jebeli a pris la meilleure décision? Est-ce que c'est une bonne décision? Normalement, c'est une bonne décision si elle était prise il y a 3 ou 4 mois. Avant l'assassinat de M. Chokri Belaïd. Avant l'assassinat, parce que maintenant, n'importe quelle décision ne coûtait pas vraiment la vie de Chokri Belaïd. Chokri Belaïd en personne, le camarade Chokri, le martyr Chokri Belaïd, le 16 octobre,
et en tant que membre du Conseil des secrétaires généraux du Front populaire, il a présenté au congrès qui est réalisé sous l'égide de l'UGTT, une feuille de route complète presque pour instaurer les structures constitutionnelles telles que celle de les élections, celle de la justice, celle de l'information. Il a aussi demandé au nom du Front populaire de fixer une date pour les élections. Date au moins convenable, une date réalisable dans la réalité des élections. Et ce congrès-là a été boycotté par Nahda et par le CPR. Ce congrès-là, il a rédigé une motion dans laquelle il demandait ce qu'on appelle le gouvernement limité. Le président de la République aussi l'a demandé, ce gouvernement-là. Donc, venir après l'assassinat de Choukri Belaïd, venir 3 ou 4 mois après ce presque chaos économique et social de la Tunisie et dire, voilà, maintenant, j'ai réalisé que vraiment vous avez raison et je vais... Non, c'est un peu tard. Encore, le contenu de cette proposition. Aussi, normalement, M. Hamadi Jebeli doit négocier avec ce congrès de discussion, c'est-à-dire ce Mais le parti Nahda ont toujours refusé le dialogue national avec Nidetoun, avec d'autres partis politiques. Ils ont refusé. Je crois qu'ils ne sont pas sincères. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas crédibles. Ils ne disent pas la vérité lorsqu'ils disent ça. Ils ne disent pas la vérité. Ils se cachent. Ils se cachent parce que réellement, la proposition d'Ahmed Jebeli, c'est un gilet de sauvetage pour Nahda aussi. Parce que Nahda, aujourd'hui, elle est placée dos au mur. Par tout le peuple, par toutes ces forces. Est-ce que vous pensez que le parti Nahda il est divisé en deux, les partisans de Hamadi Jebeli et les partisans de Rachid Ghannouchi? On a l'impression qu'il y a un bras de fer politique au sein du parti. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que Nahda, c'est un parti religieux, c'est un parti qui est soumis, islamiste, qui est soumis dès la base jusqu'au chef de file sous les pouvoirs de M. Rachid Ghannouchi. Donc, c'est ça qui importe. Hamadi Jebeli, donc, lorsqu'il présente cette proposition, je crois qu'il est d'accord, ils se sont mis d'accord sur cette proposition. Seulement, il essaie c'est-à-dire de protéger au maximum leur intérêt dans cette période qui, normalement, va arracher tous les intérêts de Nahda du pouvoir. Donc, Hamadi Jebeli, il est devant vraiment une bonne occasion pour lui en tant qu'homme politique. C'est-à-dire il est devant un soutien international, presque quasi total. Donc tout le monde s'attendait que Hamadi Jebeli exerce l'homme d'État et non pas l'homme de Nahda. Exerce l'homme d'État, il est investi par l'Assemblée nationale constituante, donc qu'il exerce ce rôle-là. Donc ce soutien international à Hamadi Jebeli ne donne pas les chances à Nahda de faire un renversement de Hamadi Jebeli. Rachid Ghannouchi ne peut pas nommer un autre personnage pour remplacer Jebeli. Donc ça, c'est un atout pour Hamadi Jebeli. Ce qui manque, c'est que Hamadi Jebeli voulait que toute la société politique lui soutienne. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait se déplacer à cette société politique, c'est-à-dire à ce congrès de partis et d'associations politiques, et présenter sa proposition et discuter sa proposition avec. Parce que tout le monde va lui donner, c'est-à-dire va parler du programme de ce gouvernement-là, et ils vont parler, si vous voulez, des gens qui vont occuper, parce que lorsque vous dites des gens indépendants, il y a 1001 personnes. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a des personnes technocrates en Tunisie pour sauver cette crise politique? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que ça existe? C'est pas les personnes eux-mêmes qui vont sauver la Tunisie. C'est le consensus qui va se faire dans la société politique
derrière ce groupe de personnes. Il y a des personnes qui sont compétentes, c'est sûr. Il y a des personnes qui ont la hauteur de sauver la Tunisie. Mais ce qui n'existe pas jusqu'à maintenant, c'est ce consensus. Ce consensus, parce que le ministre, par exemple, de l'Intérieur, ou le ministre des Affaires étrangères, ou le ministre économique, c'est pas lui qui va être en place, Figafsa, ou Verdaïf, ou Ajandouba. C'est les représentants de la société politique et sociale qui vont être présents. Et c'est eux qui vont s'adresser à la population. Donc, pour s'adresser à la population d'un même message, il faut que tout le monde soit d'accord sur ce programme-là et y participe. Chaque personne, chaque parti politique se voit dans ce programme-là. Sinon, donc le clivage va rester et peut-être il va s'approfondir. Qu'est-ce que va engendrer l'absence du martyr Chokri Belaïd dans la scène politique? Le martyr Chokri Belaïd est un grand homme, est un grand militant. Il est sincère. Il est courageux, il est clair dans ses idées. Et je crois que si on se demandait, si on cherchait une piste pour trouver ceux qui ont assassiné Chokri Belaïd, c'est à ce niveau-là qu'on doit aller. Parce que Chokri Belaïd, il représentait à un moment un danger pour tous les ennemis de la Tunisie. Un danger lorsqu'il donnait clairement, ce qui ressemble à une feuille de route à la Tunisie, lorsqu'il appelait clairement et fort à un consensus, au dialogue, lorsqu'il se déplaçait chaque semaine dans tous les coins de la République pour construire son parti, pour parler dans les assemblées régionaux, pour animer les assemblées, les meetings du Front populaire. Donc Chokri Belaïd, c'est vraiment, il a devenu le leadership c'est pas de la gauche, c'est pas du Front populaire, mais presque de tous les Tunisiens. Hier, si vous étiez présent aux funérailles de Chokri Belaïd, donc moi j'ai vu toute la Tunisie, j'ai vu des gens qui ne comprennent pas. Mais et ça c'est le message de Chokri Belaïd, il a été 65 000 personnes. Non, c'est plus. Juste au niveau de la capitale. Au niveau de la capitale, non, au niveau de la capitale, on parlait de 120 et à 140 000, bien sûr. Mais la diversité des gens qui étaient présents, des jeunes, des femmes, des vieux, de toutes les couches sociales. J'ai vu des hommes d'affaires, tels que Farid Abbas, tels que Hamdi Meddeb, tels que Monsef Ben Sleh. Mais j'ai vu aussi des ouvriers et des gens et des chômeurs qui se sont là parce qu'ils voyaient que Chokri Belaïd est un messager de cette unité de la Tunisie, vers la prospérité. Le message négatif qui a été lancé, et encore une fois par le gouvernement, c'est hier, normalement, on connaissait que la police accompagne les spectateurs des matchs sportifs jusqu'à ce que ces gens-là quittent, c'est-à-dire Hier, vous avez un rassemblement de 140 à 120 000. Vendredi dernier, non? Et vous n'avez pas, vendredi dernier, c'est ça. Et vous n'avez pas prévu à envoyer des brigades qui patrouillent. Parce qu'il y a eu des problèmes, on a vu des gaz lacrymogènes, des voitures qui ont été brûlées. Moi, la terreur que j'ai vécue vendredi dernier, je ne l'ai jamais vécue. Même le 14 janvier, lorsque j'ai rentré de chez moi, devant le ministère de l'Intérieur, à chez moi, à 13 km, je n'ai pas vécu cette terreur-là. Très bien. On prend une petite pause et on accueille notre deuxième invitée, donc Madame Donia Ben Arafmel, membre du bureau politique du parti Ettakatl, et on revient sur notre plateau. À tout de suite. On revient donc sur le plateau et on accueille donc notre deuxième invitée, Madame Donia Ben Arafmel, membre du Conseil national et non du bureau politique du Conseil national du parti Ettakatl. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça a été assez dur de vous avoir, mais bon, on a réussi quand même. Oui. Alors, on revient donc au sujet, donc la mort du martyr Chokri Belaïd. On a entendu, avant que vous veniez sur le plateau, M. Rafem Ben Haj a jeté la responsabilité sur le gouvernement, la Troïka. Alors, est-ce que c'est un peu ça ou pas? Écoutez,
D'abord, pour commencer, je voudrais présenter mes condoléances à la famille, évidemment, de Sichok Belaïd. Sichok est un confrère, son épouse est une consoeur, donc je voudrais déjà en mon nom propre leur présenter mes condoléances, les condoléances de mon parti. En tant qu'avocat? Oui, oui, bien sûr, et aussi au nom du parti, évidemment. Et donc à la famille de Sichok Belaïd, à sa famille politique aussi. C'est vraiment désolant qu'on en arrive là. Nous sommes vraiment sous le choc et l'heure est grave et vraiment, voilà, je voudrais déjà avant tout donc, présenter mes condoléances à la famille élargie, la famille politique aussi. Très bien. Alors, comme je vous ai posé comme question, donc le gouvernement. Le gouvernement, est-ce que c'est la responsabilité de la Troïka? Est-ce que, donc, quand je dis Troïka, bien sûr, Takat, le CPR et le parti Ennahda. Écoutez, je pense que aussi, aujourd'hui, il faut éviter de lancer des accusations. Moi, je crois encore dans notre justice, dans nos institutions, et je fais confiance, si vous voulez, à l'enquête qui est en cours. Et je pense qu'il ne faut pas lancer des accusations. Voilà. Donc Madame Basma Khalfaoui, la femme du défunt et du martyr Sichok Belaïd, a accusé directement le parti Ennahda au pouvoir. Oui, écoutez... Par contre, Khalach El-Ghanouchi a accusé les RCD d'avoir commandité cet assassinat politique, et notamment l'idée Tounes. Donc là, on est sur des accusations... Voilà, nous sommes encore dans cette division des Tunisiens et je suis contre. C'est-à-dire que moi, je ne veux absolument pas rentrer dans ce jeu malsain de vraiment accuser à tort et à travers. Je n'accuse pas ni Ennahda, ni... je ne tiens pas à lancer des accusations. C'est vraiment... Il faut, alors comment on fait? C'est très grave quand même ce qui s'est passé. Bien sûr que c'est très grave. Qu'est-ce qu'on peut faire? Takat, elle est quand même au pouvoir, vous êtes dans la Troïka, donc il y a quand même une petite part de responsabilité quand même. Comment ça, une part de responsabilité? Je ne sais pas, monsieur Afnen. Écoutez, si on revenait à 5 décembre 1952, l'assassinat de Farhat Hached, c'était en quelque sorte presque le même climat. La main rouge. La main rouge, bien sûr. Pour ne pas dire de ce qui se fait aujourd'hui, la main noire ou la main bleue, je ne sais pas. Mais à ce moment-là, il y avait une volonté très manifestée par le peuple tunisien à acquérir son indépendance. Toutes les ambitions du peuple tunisien a été, si vous voulez, consacrées chez Farhat Hached. Donc, en assassinant Farhat Hached, on croyait en même temps assassiner toutes les ambitions des Tunisiens qui militaient pour leur indépendance. Donc c'était simple à ce moment-là de dire que c'est celui qui a intérêt, c'est la France, c'est le colonialisme. Aujourd'hui, si on fait cette similitude, c'est-à-dire entre ce qui s'est passé en 1952 et ce qui se passe en 2013, 2013, les Tunisiens vivent une certaine déception, quelque part, de ce qui s'est réalisé, malheureusement, le 23 octobre. Parce que lorsqu'on est allé aux urnes le 23 octobre pour avoir une assemblée constituante et pour avoir, dans des élections tellement ouvertes, démocratiques et libres, on croyait que les gens qui sont élus, les députés qui sont élus, vont assumer leurs responsabilités et vont être, si vous voulez, vont réaliser une certaine... les objectifs de la révolution, tout simplement. Donc, ils voyaient un certain... Ils ont ce qu'on appelle la feuille de route, liée les objectifs de la révolution. Où on se trouve après presque plus d'une année, 3 mois on se trouve presque... même madame, peut-être, elle me dira que, voilà, on a un deuxième brouillon de la Constitution. Mais vous n'avez pas même un brouillon de la Constitution. Parce que dans cette Constitution, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez les deux idées. Donc, c'est-à-dire, vous trouvez l'idée libérale et démocratique et vous trouvez, au contraire, l'idée conservatrice. C'est-à-dire, vous trouvez l'idée
de la couche politique démocratique, et vous trouvez l'idée du groupe conservateur, de Nahda peut-être. Donc vous n'avez pas une seule opinion dans ce brouillon. Vous avez deux brouillons. Donc cette grande déception, petit à petit, la population et les politiciens vont impliquer au doigt la Troïka, surtout que la Troïka est, donc bien sûr, c'est pas à partie égale quand même, les trois partis. Mais lorsque on voit que les gens du gouvernement, que les gens du parti directeur de cette Troïka ne se comportaient pas comme hommes d'État, se comportaient comme des hommes du parti, c'est-à-dire qui défendaient des intérêts partisans, qui s'accusaient et qui parlaient même de la discrimination entre le peuple de croyants et non-croyants. Et ces accusations ont émané même de la bouche du ministère de l'Intérieur. Lorsqu'on voyait ces deux poids, deux mesures dans le rétablissement de l'ordre dans la société. Donc, bien sûr, moi, lorsque j'accuse la Troïka, ou j'accuse essentiellement le Nahda, ce n'est pas une accusation judiciaire, c'est-à-dire, je dis, voilà, c'est celui-là qui a réalisé cet assassinat. C'est une responsabilité morale. Non, c'est une morale et politique. C'est une accusation morale et politique. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, honnêtement, je ne comprends pas comment vous allez, à partir de ce que vous avez dit, pourquoi vous accusez en fait le gouvernement, parce que la Constitution, le brouillon évidemment n'est pas parfait, je vous l'accorde, il est à améliorer, qu'il reflète aujourd'hui, comme vous dites, qui contiennent des contradictions, je ne sais pas, peut-être, mais c'est aussi parce que cette Constitution doit peut-être justement refléter au maximum, tenir compte au maximum des avis des uns et des autres. C'est pourquoi on est passé par une Assemblée nationale constituante. C'est pour ça qu'il y a des consultations qui se font aujourd'hui au niveau des régions pour entendre les citoyens, pour entendre les revendications des uns et des autres, et pour que cette Constitution puisse ressembler au maximum aux Tunisiens et représenter au maximum le Tunisien aujourd'hui. Donc évidemment, ce n'est pas simple, évidemment, ce n'est pas facile. Si on était passé par un comité d'experts, les choses auraient peut-être été plus simples, mais la Constitution n'aurait peut-être pas aussi reflété au maximum l'avis, si vous voulez, les avis des uns et des autres. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on est passé par ces élections. Et honnêtement, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, je comprends qu'il soit très difficile, évidemment, qu'une constitution, on ne puisse pas la pondre, si vous voulez, très rapidement. Surtout, et on sait aussi que le rôle de l'ANC n'est pas uniquement de rédiger cette constitution, c'est-à-dire qu'il y a aussi, évidemment, elle joue d'autres rôles, cette Assemblée nationale constituante. Notamment de superviser le gouvernement. Absolument, de contrôler le gouvernement, notamment. Est-ce qu'il supervise maintenant le gouvernement? Est-ce que justement ils arrivent à contrôler le gouvernement? Un contrôle du gouvernement. C'est-à-dire, normalement, un ministre de l'Intérieur qui continue à exercer sa fonction après un meurtre. Après un assassinat politique. Un assassinat politique. Après aussi des turbulences qu'a vécu la Tunisie dans tous les gouvernorats. Je crois que qu'est-ce qu'ils en ont dit? Il vient exposer ses idées au Conseil, mais le Conseil, il n'est pas maître de sa boutique, malheureusement. Les députés ne sont pas maîtres de la situation, parce que tout ça se fait en dehors du Conseil. Vous savez bien que les questions épineuses, elles ne se sont pas débattues au sein de l'Assemblée nationale. On attendait chaque fois que Rachid Ghannouchi disait « Voilà, on va accepter le premier article de la Constitution de 59. Voilà, on va accepter... » On a l'impression quand même que Rachid Ghannouchi dirige un peu tout dans ce pays. Écoutez, vous pensez que c'est vrai? Je ne pense pas qu'il dirige l'Assemblée nationale constituante, quand même. Moi, je ne le pense pas. Oui, personnellement, je ne le pense pas. Mais si on le pense, alors à ce moment-là, le reproche est à adresser aux députés.
il a adressé, c'est qu'il y a un problème. Moi, j'ai entendu et non pas au gouvernement. Moi, j'ai entendu une députée, le président de l'Assemblée nationale, lui questionner est-ce que vous avez une reproche à ce que vient de dire votre chef de groupe, qui était M. Nourdine El-Bahiri. Elle lui a dit non, moi, je ne serai jamais contradictoire. Je n'ai jamais aucune reproche à M. Nourdine El-Bahiri. Je suis avec Nourdine El-Bahiri, même si je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. Est-ce que ça, c'est une députée qui parlait au nom du peuple ou qui parlait au nom d'un parti? Non, ça, ce sont encore toujours peut-être des intérêts. Quels sont les scénarios possibles concernant les coupables? Est-ce que les autorités ont la volonté d'accélérer le processus d'investigation par rapport à la mort du martyr Chokri Belaïd? J'espère que oui, bien sûr. Écoutez, il faut Selon vous, quels sont les absolument... scénarios possibles concernant les coupables? Encore une fois, honnêtement, je n'ai pas d'avis à donner. Je ne suis qu'une simple citoyenne qui observe vous êtes au gouvernement, vous êtes une simple citoyenne, membre d'un parti politique qui aujourd'hui gouverne tout un pays. Oui, mais le parti politique n'a pas non plus aujourd'hui à désigner des coupables. Il n'a pas à désigner des coupables. Quelle est la position d'État catholique? Écoutez, on estime que c'est évidemment très très grave. L'heure est grave, comme je vous le disais au départ. Nous sommes vraiment sous le choc et puis on ne peut que condamner et que c'est vraiment... Après, on a vécu tous les événements du 9 avril 2012. Et on voyait à l'œil nu la violence qui s'exerçait de la part de certains gens reconnus par nom et photos. Et jusqu'à là, maintenant, on n'a interpellé personne. Des gens qui se sont protégés même par des agents de... Donc moi, lorsque je voyais ça le 9 janvier, le 9 avril, et j'entendais M. Zied El-Heni hier et Sofiane Ben Hamida hier parler de ces manipulations qui se réalisent au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc vraiment, le cœur tombe dans l'estomac. Oui, je crois savoir qu'ils ont été... que le procureur doit que le juge d'instruction doit les entendre lundi prochain. Vous, en tant qu'Assemblée nationale, vous avez constitué un groupe d'investigation. Où vous êtes arrivé? Au niveau de l'Assemblée nationale? De l'Assemblée nationale, oui. Écoutez, mais justement, là encore, je vous dis, s'il y a des reproches à faire, il faut les adresser aux députés, oui. Effectivement, vous avez un retour de vos députés quand même à l'Assemblée nationale. Vous êtes au courant de ce qui se passe? Il y a une commission d'investigation en fait. Donc, moi, je n'ai pas on n'a pas encore les résultats définitifs de cette commission. La commission d'investigation sur la violence qui s'est réalisée contre l'UJTT. Dans l'accord entre l'UJTT et le gouvernement, fixé que l'investigation et la prise de position à un mois. Je crois savoir que ils ont bien avancé par contre. Je crois savoir qu'on va avoir une réponse dans les prochains jours. Voilà, la réponse, c'est l'assassinat de Chokri Belaïd. Pardon? C'est l'assassinat de Chokri Belaïd. La réponse de la commission d'investigation? Non. La réponse à ceux qui détiennent aujourd'hui le pouvoir, nos sorts. Voilà la réponse. On leur demandait d'arrêter la violence, la violence simple, si vous voulez. On passait maintenant à... mais de toute façon, la violence, moi je suis d'accord avec vous qu'il faut absolument être ferme à chaque fois qu'il y a des dépassements. Hier, madame, voilà, moi je te porte un grand estime à vous. Il y a beaucoup de gens, de femmes et hommes, bien sûr. Et c'est réciproque. Hier, en sortant du cimetière, vendredi dernier. Vendredi dernier. Oui. On a vécu une terreur qu'on n'a jamais vécue. Pourquoi le ministère de l'Intérieur n'a pas prévu que ça va se passer de telle et de telle chose? Tout le long du tronçon du GP1 qui sépare le cimetière à Jebel el-Jloud, il y avait des bandes de criminels qui ont terrorisé la population, hommes et femmes. On a quand même vu une dizaine de voitures brûlées, de gaz lacrymogènes. Ils sont arrivés même dans l'intérieur du cimetière. Est-ce qu'ils ne connaissent pas? Si M. Ali ne connaît pas ça, il y a les directeurs ou bien les gens de police, c'est-à-dire les cadres de la police. Les cadres de la police, normalement, devaient réfléchir de ça. Ou ils l'ont fait exprès. Écoutez, moi, en tout cas, mon rôle n'est absolument pas de défendre ni le ministre de l'Intérieur, ni je ne suis pas là pour ça. Moi, je parle pas. Je porte un grand estime à M. Ali en tant que personne, parce que je le connais. Mais c'est pas ça, moi.
moi, je parle du système. Moi, je ne m'intéresse pas à ce qui me gouverne. Vous pensez que le système est défaillant à ce niveau-là? Je ne pense pas. Ça ne m'intéresse pas à qui me gouverne. Comment il me gouverne? La façon dont il gouverne. Il nous gouverne d'une façon très mal. Je pense qu'il y a eu des dépassements, évidemment. Il y a eu des dépassements. Nous avons vu effectivement des voitures. C'est pas un dépassement, c'est des crimes qui se sont réalisés. Vous, une femme... que les Belrides, c'est bien plus qu'un dépassement. Alors là, c'est le... C'est clair et net. C'est clair et net. Mais je parlais des voitures brûlées. Je vais revenir juste. Est-ce qu'on a l'impression que le parti Takatl et même le CPR, je pense qu'ils ont peur du parti Ennahda? Bah oui, on a l'impression que le parti Ennahda gouverne tout seul, aucune pression n'est réalisée par les autres partis. Il n'a pas peur, CPR, il est allié. Moi, j'ai vu l'autre fois quelqu'un de l'ex-Nahdaoui a dit que le CPR, ce sont l'intelligentsia Nahdaoui qui se sont constitués un parti. Alors, moi, je ne suis pas du tout de votre avis, absolument pas. Je ne vois pas pourquoi nous aurions peur du parti Ennahda, absolument pas. Je pense que nous avons exercé énormément de pression sur Ennahda. Nous avons aujourd'hui, je pense aussi, si nous en sommes là aujourd'hui, c'est beaucoup parce que Takatl n'a absolument pas voulu reculer devant les propositions qu'il a faites. Est-ce que sortir de la Troïka, Takatl? Alors, je ne sais pas ce qu'on veut dire par Troïka aujourd'hui. Est-ce qu'on veut dire Troïka au niveau du gouvernement? Est-ce qu'on parle des personnes, donc du président de l'Assemblée, du président de la République et du président du gouvernement? Tout dépend de ce qu'on entend par Troïka. Et tout dépend aujourd'hui des propositions que va nous faire Chebeli, évidemment. Donc, M. Chebeli a proposé un gouvernement de technocrates, à mes dernières nouvelles. Nous préférons parler de gouvernement de compétences et non pas de technocrates, parce que technocrate, ça ne veut pas dire grand-chose. Nous en avons déjà fait l'expérience. Nous préférons donc parler de gouvernement de compétences, et puis tout dépend aussi des propositions. Il faut attendre et voir. C'est-à-dire des propositions, est-ce qu'elles sont alléchantes pour Takatl ou pas? Il faut voir qui va être proposé et à quel poste aussi. C'est pas... Et Takatl, en fait, voulait des indépendants, a voulu un indépendant au niveau du ministère de la Justice et n'a pas cédé, et n'a pas reculé. Donc, vous me dites Takatl a peur de Ennahda, je ne vois pas pourquoi nous aurions peur de Ennahda, absolument pas. Et au contraire, nous n'avons à aucun moment cédé, nous n'avons à aucun moment reculé. Les Tunisiens ont peur donc, du scénario algérien. Quelles sont les mesures nécessaires pour éviter ce scénario-là, ce terrible scénario, selon vous? Ce qu'il faut faire pour éviter ce scénario, moi je Tunisiens pense ont peur d'un scénario algérien. Il faudrait que les Tunisiens réussissent enfin à s'unir et à comprendre qu'aujourd'hui l'intérêt national doit primer sur tous les intérêts partisans. Qu'il faudrait arrêter toutes ces chamailles, toutes ces accusations à tort et à travers. Qu'il faudrait un petit peu s'unir et penser dans l'intérêt du pays, justement. Et je pense que Takatl n'a cessé, depuis bien avant le 23 octobre, n'a cessé d'appeler à cette union, n'a cessé de dire, dans une phase de transition démocratique, il faut que nous mettions que tout le monde se mette la main dans la main, que nous y allions tous pour défendre l'intérêt national. Malheureusement, ce message n'a pas été entendu. Et puis, il a ensuite été mal interprété. Donc, aujourd'hui, nous appelons et nous continuons d'appeler à cette union des Tunisiens. Et je pense que pour éviter ce scénario, justement, on ne peut que... En tout cas, c'est pas ce que pense la députée Kalima Souid, qui a démissionné des Takatl et qui accuse Takatl de prendre des décisions dans une villa à Gamart entre 5 personnes du parti. Il n'y a pas un seul écoutez, Comment du Takatl et du CPR, il n'y a pas un seul député qui a démissionné. Oui, effectivement, il n'y a pas Kalima Souid a démissionné du parti. Kalima Souid a démissionné. Kalima Souid pense que les décisions se prennent entre 5 personnes. Ce n'est pas mon avis. Moi, je sais que les bureaux politiques, chaque fois que le bureau politique du Takatl s'est réuni, ça dure des heures et des heures et ça se prolonge des fois jusqu'à minuit. Et donc, je pense que les débats sont là, au sein du parti, que tout le monde donne son avis et que les décisions se prennent à la majorité. Et là encore, le bureau politique est réuni en ce moment même. Et non, je ne pense pas, honnêtement, ce n'est pas mon avis. Les décisions ne se prennent pas dans une villa. Alors, j'aimerais poser une question. Allez-y. Nous, Tunisiens, on avait un proverbe entre nous, dans le langage parlé, on dit que ton ennemi, tu le détestes,
mais tu ne lui souhaites pas la mort. Bien sûr. N'est-ce pas? C'est le message qu'a voulu faire et qu'a fait le funérail de Chokri, du martyr Chokri hier. Donc, vendredi dernier. Vendredi dernier, je m'excuse. Je ne sais pas pourquoi toujours... Vous êtes perdu dans le temps. Voilà. Donc, tous les Tunisiens, on parlait de 140 000 hier dans le funérail. On parlait de quelques millions, peut-être, dans toute la Tunisie, qui ont réalisé ce qu'on appelle des funérailles pareils. Donc tous les Tunisiens sont contre la terreur et sont contre la violence et sont contre que la Tunisie entre dans cette tunnel de ce qu'a vu l'Algérie frère. Le problème... L'Algérie frère qui n'est plus si frère que ça. Hein, non, ils ont voulu faire monter en Algérie les 8% dans les non, c'est ça, c'est ça. Ça, c'est la défaillance du gouvernement, la défaillance de Rachid Ghannouchi en personne. Mais les Algériens restent toujours nos frères. Donc on compte sur l'Algérie beaucoup plus que sur la France. Mais si on veut vraiment s'en sortir de ce problème, il y a maintenant ni Troïka, ni quoi que ce soit. Il y a ce qu'on appelle le Congrès du Salut national, dans lequel siègent tous les partis politiques, toutes les associations et les organisations de la société civile, et qui sont en train de se débattre sur une feuille de route, sur un programme. Donc moi, je ne donne pas des conseils à Takatel, mais Takatel, il sait bien ça. Donc il n'a qu'à se relier à ce congrès du salut national et discuter avec les trentaines ou la quarantaine de partis qui existent et les vingtaines ou les trentaines d'associations et d'organisations nationales qui existent et chercher avec tout le monde un consensus sur comment sortir notre pays de cette crise grave. Parce que nous, la veille de l'assassinat de Chokri Belaïd, dans le Conseil des secrétaires généraux du Front populaire, on a dit que notre pays est vraiment sur le bout d'une catastrophe. Qu'est-ce qu'il manquait pour nous pousser dans ce tunnel aussi sombre que ça soit? Il fallait réaliser un meurtre ici, un assassinat ici, ou déclencher, si vous voulez, une violence grave, par exemple une explosion dans un hôtel ou dans un quartier. Il fallait que le sang coule. Et malheureusement, on parlait de ça mardi soir. Le mercredi, on s'est éveillé sur le sang, la plus mauvaise nouvelle, sur le sang du martyr Chokri. J'ai une question pour vous. Quelles seront vos procédures politiques nécessaires pour votre front? Je parle bien sûr de M. Abid Lebriki, qui est sûrement le prochain chef du Front populaire. Moi, je connais mes camarades dans le Parti patriotique uni. Je les connais depuis, donc on s'est connus dans la société civile. On avait milité côte à côte contre Bourguiba, contre Ben Ali. Donc, moi, peut-être, je ne connais pas les jeunes de ce parti, mais parmi les anciens, je connais bien sûr Chedli Gueri, je connais Mohamed Jmour, je connais Abid Lebriki. Bien sûr, ils ont d'autres leaders. Bon, donc si j'étais patriotique démocratique uni, donc moi je votais peut-être pour Chokri. Mais ça, c'est pas une ingérence. Ça peut être un conseil. Peut-être c'est un conseil. Peut-être qu'il y a beaucoup plus de militants qui sont plus compétents de ça. Moi, d'ailleurs... Est-ce que c'est le prochain, M. Abid Lebriki? Non, je ne sais pas. Donc pour le moment, il a de fortes chances, peut-être? Peut-être, oui, mais M. Abid, il a des fonctions à l'extérieur du pays. Je crois qu'il est au sein de CISL, je crois, qui menait une fonction envers les pays du Golfe. Mais très bien. Pour le moment, c'est Mohamed Jmour qui est le vice-président. Vice-président. Chedli Gueri, peut-être, et tous ses camarades. Je leur espère qu'ils réussissent à redresser leur parti, à participer fort, comme participait Chokri Belaïd, à la démocratisation de notre vie. Oui. Allez-y. Alors, juste pour revenir sur ce que disait M. Othmane, évidemment, le Takatel est ouvert au dialogue.
Voilà. Je pense que vous savez très bien que nous avons appelé l'initiative de l'UGTT. Nous avons toujours été pour le dialogue et nous sommes toujours en faveur donc, du consensus le plus large possible. Et donc, évidemment, nous soutenons toute initiative dans laquelle on appelle à un dialogue, à l'écoute des autres. Nous n'avons pas d'ennemis au Takata. Nous avons des adversaires politiques. Nous n'avons aucun ennemi. Aucun ennemi. Même nous, au Front populaire, et même si j'accusais tout à l'heure Nahda Ouira, ce ne sont pas des ennemis. Ce sont des compatriotes, ce sont des adversaires politiques. Mais moi, je fais appel au rationnel, aux gens qui ont raisonnable de Nahda de réfléchir bien le présent et l'avenir du pays et non pas du parti, parce que le parti, ce n'est que un parmi d'autres dans Absolument, bien sûr. Donc voilà, je rejoins donc, ce que dit M. Benrahmane. Aujourd'hui, où va le pays? Alors là, on ne sait plus, on est dans une impasse, une crise politique. On ne sait plus qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. La mort l'assassinat de M. Chokri Bellaïd a bouleversé toute la scène politique. Alors où on va? On a entendu le président provisoire Mansour Mazouk qui demande 6 mois pour pouvoir reprendre tout ça en main. Alors qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Les Tunisiens, qu'est-ce qu'ils doivent comprendre? Est-ce qu'on continue pendant 6 mois et après... j'ai l'impression qu'on n'a pas c'est pas très cartésien tout ça. On n'a pas une ligne de visibilité. Écoutez, moi je pense que d'abord, avant tout, il faut toujours revenir à l'ANC qui détient la légitimité électorale. Donc c'est l'institution, la plus haute institution. C'est effrité cette légitimité. Il y en a qui disent que la légitimité est perdue depuis le 23. Hein. Je ne dis pas qu'elle est éliminée ou qu'on ne reconnaît plus la légitimité, mais j'ai dit qu'elle est effritée. Elle est effritée. Vous savez, elle est effritée. Je ne sais pas si elle est effritée. Honnêtement, moi, je pense que cette légitimité. L'ANC détient cette légitimité qui est une légitimité électorale et qu'une légitimité électorale ne peut être supprimée que par une autre légitimité électorale. Qu'on soit ouvert au consensus, qu'on écoute l'ensemble des partis. La Constitution de 59. Est-ce qu'il a fallu un acte juridique pour annuler cette Constitution? Est-ce qu'il a fallu un acte juridique pour résoudre ou pour là, je ne vous suis pas très bien. Oui, je ne vous suis pas très bien. C'est-à-dire que vous remettez en cause aujourd'hui la légitimité de l'ANC? Non, moi je ne mets pas caduque la légitimité de l'ANC. Par contre, le Parti démocrate se contredit un peu parce qu'ils ont signé au début, avant que l'ANC prenne ses fonctions. Vous avez signé que ça serait pour 1 an. Une feuille de route. Oui, mais cette feuille de... C'était un engagement... Non, c'est pas contradictoire. C'était un engagement moral. C'était un engagement moral. La morale vaut mieux. Non, s'il vous plaît, je voudrais répondre sur ce point. C'était un engagement moral. Effectivement, il a été signé par Takatel, oui. Par Moussa Ben Jafar. Oui. Tête de liste. Alors, engagement moral. Maintenant, le fait d'avoir dépassé ce délai d'1 an ne remet absolument pas en cause la légitimité de l'ANC. Absolument pas. Pourquoi? Parce que... Mais ça remet encore la crédibilité de ceux qui ont signé cet engagement moral? Non, même pas. Parce qu'aujourd'hui, qu'il y ait des blocages au niveau de l'ANC n'est pas de la faute du Takatel. D'autres partis ont signé cette feuille de route, sont toujours représentés à l'ANC, en dehors du Takatel, d'accord, qui sont dans l'opposition, etc. Ils sont toujours représentés aujourd'hui à l'ANC. Et donc, je ne vois pas pourquoi ce serait la faute du Takatel et non pas des autres partis s'il y a aujourd'hui un blocage et si on n'avance pas, malheureusement, facilement. Et c'est normal que nous n'avancions pas facilement. Peut-être que ça a été mal évalué, en fait. Moi, je pense qu'une année, de toute façon, c'était trop court. C'était trop court. C'est avoir sous-estimé peut-être le rôle de cette ANC. Avoir sous-estimé son rôle. D'accord. Un comité d'experts aurait pu rédiger une constitution, effectivement, dans un délai bien plus court même, je vous l'accorde. Mais le rôle de l'ANC n'est pas uniquement de mettre en place une constitution aujourd'hui. Il y a plein de textes de loi. Mais le peuple, c'est ce qu'il voulait. Le peuple ne voulait pas autre chose, il voulait une constitution. Non, je ne suis pas d'accord, parce qu'on n'a pas élu une ANC uniquement pour rédiger une constitution. On ne procède pas à des élections d'une Assemblée nationale constituante de cette ampleur, donc des élections de cette ampleur, juste pour rédiger une constitution.
Non, à ce moment-là, on aurait fait appel à un comité d'experts, on aurait éventuellement fait valider ça par un recours au référendum, mais pas faire élire une Assemblée nationale juste pour... Monsieur Ahmed. Non, madame. Une Assemblée nationale constituante, son rôle essentiel, c'est... le rôle essentiel, je vous l'accorde, essentiel, d'accord. Les autres rôles, ce sont des rôles implicites. Mais présenter et faire noyer cette Assemblée par des projets de loi qui n'ont rien de relation avec les objectifs de la Révolution. Ah si, si quand même. Non, écoutez, d'abord on a perdu beaucoup de temps à mettre en place le règlement intérieur de l'ANC, vous le savez. Ça a pris un temps fou. Ensuite, il y a des lois quand même... Il est avéré qu'il manquait beaucoup de choses dans ce règlement. Il y a des lois qu'il faut mettre en place. Il faut des lois qu'il faut absolument mettre en place. Mais vous n'avez pas mis, les lois importantes. Vous n'avez pas mis la loi électorale, la loi pour... non, vous n'avez pas mis ça. Mais non, vous n'avez pas mis même en vigueur les textes qui étaient déjà pris. Et encore une fois, pourquoi Takatel? C'est-à-dire que ça, c'est une responsabilité à la rigueur qui serait partagée par tout l'ensemble des partis représentés à l'ANC. Non, mais je vous voyais, non pas parce que moi, ça déjà fait raconter par Takatel qu'il est président de l'Assemblée nationale. Mais c'est pas seulement le fait qu'il a passé une année que la légitimité est effritée. Non, c'est pas ça. Il faut dire aussi que les représentants de Nahda à l'Assemblée nationale mettent beaucoup de bâtons dans les roues. Ce qui a effrité la légitimité de l'Assemblée, c'est pas seulement qu'il a passé une année. Mais non, c'est que nous, on ne regardait pas à l'Assemblée constituante unique. On croyait, on regardait à cette troïka qui gouvernait et qui menait la majorité dans cette Assemblée et qui n'ont pas réussi à réaliser aucun objectif de la Révolution. Et encore plus, aujourd'hui, s'ajoute aux autres déceptions sur le plan économique, social, culturel, ainsi de suite, une déception sur le plan sécuritaire. Non, je ne suis pas d'accord quand on parle de troïka au niveau de l'ANC. Je ne suis pas d'accord, effectivement, parce que la troïka, c'est au niveau du gouvernement, c'est pas du tout au niveau de l'ANC. Et je pense que Takatel a bien démontré, en votant... Si un des rôles de l'Assemblée constituante, c'est le contrôle du gouvernement, est-ce que vous avez une position différente de celle du CPR ou de celle de la NADA en ce qui concerne ce que fait le gouvernement? Pas du tout. Pourquoi pas? Pas du tout. Non, pas écoutez, du tout. Ne serait-ce que là, au niveau justement du remaniement, nous n'avons pas les mêmes positions. Nous n'avions pas les mêmes positions. Est-ce que vous avez participé, ce qui prouve que nous ne sommes pas forcément alignés ni sur le CPR, ni sur NARDA. Est-ce que vous avez participé? Moi, je ne vous accuse pas. Moi, je parle au gouvernement et aux responsables politiques qui sont derrière ce gouvernement. Est-ce que vous avez participé, par exemple, à présenter une motion de censure contre les défaillances du gouvernement qui sont multiples? Sur les nominations dans l'administration, surtout dans l'administration sécuritaire, essentiellement. Sur si vous voulez, ce qui s'est passé à Seliena ou ce qui s'est passé à Gafsa. Comment vous avez réagi? Le ministre vient, il expose ses idées, donc tout le monde saluait, et puis donc c'est une chambre de réflexion. C'est une chambre dans laquelle on dépose notre réflexion et qui ne prenait pas de décision. Comment vous n'accusez pas le ministre de l'Intérieur de défaillance? Et vous, c'est-à-dire vous... Il y a quand même beaucoup de lacunes. Bien sûr. Écoutez, que le ministre de l'Intérieur... On retire notre confiance. On retire la confiance de ce ministre ou de ce ministre. On peut lui adresser quelques reproches, je vous l'accorde. Il y a certaines... quelques reproches, madame, excusez-moi. Non, mais ce qui s'est passé il faut retirer la confiance de certains ministres. Ministre des Affaires extérieures, ministre des Affaires intérieures, le ministre des Affaires étrangères, vous voulez dire? Étrangères, c'est ça. Nous avons demandé à ce que le ministre des Affaires étrangères, là, soit... Maintenant. Et voilà ce qu'on accuse, les partis. Moi, je ne dis pas on accuse, c'est-à-dire on ne vous juge pas criminel, non, loin de là. Non, c'est pas ça. Mais lorsque je dis... La responsabilité morale, c'est ça. Aujourd'hui, Takatel, par exemple, moi, je porte un grand respect à Takatel et à ses dirigeants. Et j'ai beaucoup de camarades et d'amis. D'amis, bien sûr. Mais voilà, pourquoi Takatel, par exemple, ne se rallie pas aujourd'hui à ce congrès de salut national et continuer à défendre des intérêts partisans au sein de la Troïka. Non, je suis désolée. Vraiment, alors s'il y a un parti qui n'a pas
pensé intérêt partisan, mais uniquement intérêt national, c'est bien Etakatel. C'est un parti qu'on ne peut pas accuser. C'est ce que vous disiez, mais c'est ce qu'on ne voyait pas. Écoutez, c'est ce que vous disiez, mais c'est ce qu'on ne voyait pas dans la réalité, malheureusement. Peut-être que nous n'avons pas assez communiqué à ce niveau-là. Peut-être, si le message n'est pas passé, c'est qu'il y a une défaillance à un niveau. Je ne sais pas lequel au juste, mais peut-être qu'il y a une défaillance, effectivement. Mais s'il y a un parti qui a été prêt à tout sacrifier pour l'intérêt national, c'est bien Attacat. Aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, voilà. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils vont, si vous voulez, ne pas prendre ou bien voir la proposition de Hamadi Jbeli aux yeux de l'organisation provisoire des pouvoirs publics et non pas aux yeux de la réalité des choses qui s'est produite après le 6 février. Moi, je rappelle qu'il y a une légitimité de la réalisation des objectifs, en plus de la légitimité des élections. Il y a aussi une légitimité de réalisation des objectifs de la révolution, une légitimité aussi que j'appelle de la révolution. Parce que si on avait dissous les assemblées de Ben Ali, si on avait dissous la Constitution de 59, c'est parce qu'il y avait un fait révolutionnaire. Aujourd'hui, normalement, on ne doit pas se cantonner dans ce langage juridique et voir la réalité des choses. La réalité des choses, c'est qu'il y a des millions de personnes qui accusaient de doigt ou qui mentionnaient de doigt ce gouvernement-là et qui lui... Est-ce que vous pensez que le gouvernement doit être dissous? D'ailleurs, par la proposition de Hamadi Jbeli, il est dissous, réellement. Est-ce que lui-même sera dissous? Il n'est pas encore dissous, non. Réellement, le président de la République, il y avait un mois dernier, il a dit que moi, je ne voyais plus ce gouvernement capable de mener la Tunisie vers l'avant. Et il a proposé un gouvernement restreint. Très bien. Aussi, le Premier ministre l'a répété. Et on continue de chercher est-ce que tel article ou tel article lui permettait ou non. Non, il y a une raison révolutionnaire qui oblige à tout le monde, élu ou non élu, de ne voir, de ne regarder que les intérêts de notre pays. Madame Dania, on termine avec vous. Oui, alors oui, là où je suis d'accord avec vous, c'est quand vous dites que la solution, enfin j'interprète que vous avez dit ça, mais que la solution n'est pas uniquement juridique, effectivement, elle est avant tout politique, c'est vrai, mais il faut un minimum aussi quand même... de l'égalité. De l'égalité, absolument. Mais la solution, effectivement, est surtout politique aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Madame Donia Ben Asmen, membre du Conseil national du parti Ettakol, d'avoir accepté notre invitation ce soir sur ce plateau. Et merci également à Monsieur Othman Belhaj, membre du Conseil Belhaj Amr, membre du Conseil, secrétaire du parti Al-Ba'ath et membre du Conseil national du Front populaire, d'avoir accepté notre invitation ici, présent ce soir dans Débat News. J'espère qu'on a répondu un peu à vos questions. On a éclairci un peu, vous, téléspectateurs à la maison, par rapport à ce qui s'est passé à l'assassinat politique du martyr Chokri Belaïd. On se retrouve, nous, pour un nouveau débat dans Débat News, en français, bien sûr, lundi prochain à 20h15. Bonne fin de soirée sur Tunesnet TV. À lundi prochain.